Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Change and Chill où j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Bustamante. Salut Kevin. Salut Olivier. Salut tout le monde. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, impeccable. Hein. Ravi d'être dans ce podcast. Bien, merci pour ton temps. Et comme je te disais, je ne savais pas comment on prononçait ton nom au départ, mais tu me disais qu'il avait des origines espagnoles, c'est ça ? C'est ça. Mais on prend pas l'accent quand c'est comme ça. On va dire espagnol, mais pas c'est trop. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un épisode très particulier pour moi parce qu'effectivement, quand j'ai lancé ce podcast, c'était effectivement l'occasion d'avoir une interaction et un moment en fait avec des personnes en chair et en os. Et on en a parlé. Hein. On aurait très bien pu faire cet épisode à distance, mais le fait d'être en présentiel, c'est intéressant. Et effectivement, ce qui est très particulier pour moi, c'est que là, c'est un épisode qui est audio. Et souvent, j'ai une interaction visuelle, du coup, avec mes invités où il peut se passer des choses que les personnes ne voient pas. Ce qui, dans cet épisode, va être un peu plus compliqué. Mais, au contraire, je trouve que c'est une opportunité de vivre une expérience différente. Du coup, merci d'être là. Et avec cette petite introduction, je vais te donner la main pour te présenter. Le teasing. Le teasing, ouais. Alors, me présenter, donc Kevin Bustamante, j'ai 30 ans. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, je suis non-voyant. Donc, je ne vois pas donc depuis l'âge de 6 ans. Et puis, je suis également référent accessibilité numérique. Donc, en fait, je travaille dans l'informatique pour accompagner différentes équipes sur les questions d'accessibilité pour faire en sorte que les logiciels, les applications puissent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Super, merci en tout cas. Et effectivement, quand on nous a mis en relation, la curiosité que j'avais, c'était véritablement comment est-ce que on devient un référent accessibilité en étant non-voyant et puis de vivre cette expérience avec toi et que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que dans ton quotidien à la fois personnel et professionnel, eh bien, tu navigues finalement l'environnement. Tout à fait. Une petite question pour toi avant de démarrer, c'est si je te dis changement, qu'est-ce que toi ça t'inspire ? Challenge. Challenge, ouais. Challenge parce que le changement, déjà, ça permet de sortir de sa zone de confort. Donc, ça permet d'en apprendre plus sur soi, je trouve, parce que finalement, on acquiert des habitudes, des astuces, et en fait, ça permet de les challenger. On reboucle la boucle. C'est ça. Donc, non, je trouve ça enrichissant parfois aussi, le changement. Personnellement, ça fait pas spécialement peur. Je trouve que justement, ça permet aussi d'interroger notre manière de nous adapter. Ouais, tout à fait. Donc, non, c'est quelque chose que je trouve ça plutôt stimulant. Stimulant. Ouais. Effectivement, on pourrait très bien voir le changement comme étant plutôt négatif. Il est souvent un peu négatif lorsqu'on nous l'impose. En tout cas, les premiers pas sont pas toujours très agréables. Mais effectivement, après, quand on commence à le vivre, redevenir acteur ou actrice du mouvement, c'est beaucoup plus facile. Et on peut découvrir des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées auparavant. Alors moi, je suis d'accord, mais après, sur le changement, il y a aussi cette notion aussi de laisser le temps, parfois. Parce que moi, je vois dans ma démarche d'accessibilité, au début, ça peut effrayer parce que former les collaborateurs aux questions d'accessibilité, parfois, on peut avoir des collaborateurs qui, pendant un certain nombre d'années, ont travaillé d'une certaine manière. Et d'un seul coup, leur dire, en fait, non, il va falloir que tu travailles d'une manière un peu différente. Forcément, et ça peut se comprendre, hein, que ça peut faire peur. Ouais, de dire, et puis, même par fierté, de se dire, mais attends, en fait, pendant des années, j'ai peut-être pas fait de la bonne manière, j'ai pas codé, pensé de la bonne manière pour que les logiciels, les applications mobiles que je crée pour les personnes en situation de handicap soient accessibles. En fait, c'est aussi à nous, en tant qu'animateurs, en fait, du changement, de laisser le temps. Et en fait, c'est petit à petit, la personne va prendre conscience, en fait, de l'intérêt, prendre son temps pour s'approprier le sujet et aussi pouvoir créer ses automatismes pour elle s'adapter. Oui, effectivement. À ce changement. Oui, je te rejoins tout à fait. La notion de temps est fondamentale parce que c'est quelque chose qui est vivant, le changement. Donc, c'est comme quand tu manges un plat, tu as besoin de ce temps de digestion. Tout à fait. Et c'est un petit peu ce que j'entends dans ton discours. Effectivement, merci en tout cas pour l'avoir amené. Est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu te serais imaginé faire le métier que tu fais aujourd'hui ? Non. Non. Quand j'étais plus jeune, j'avais plein d'idées. Je crois que le départ, c'était journaliste. Journaliste, ok. Ouais, au départ, c'était... C'est quoi qui te plaisait derrière ça ?
le côté en fait de pouvoir traiter plein de domaines. Parce que finalement, le journaliste, il échange, il interroge avec beaucoup d'interlocuteurs, il va traiter plein de sujets. Donc, je trouvais d'avoir cette polyvalence de pouvoir s'informer. Et puis, je pense que je suis nature curieux de base. Donc, c'est dans ce métier ce qui me plaisait. Et puis, après le lycée, j'ai beaucoup été sensible à la question de l'entrepreneuriat, au monde de la start-up, de l'innovation, ce que pouvait apporter le numérique. Bon, et puis, le numérique, c'est aussi un levier en termes de solutions de compensation quand on est en situation de handicap. Parce que moi, je pense que le handicap est source d'innovation. Et donc, forcément, je suis arrivé sur ces métiers plutôt du numérique. Mais non, j'aurais pas pensé, même au lycée, j'ai fait un bac éco. Ah, d'accord, ouais. L'algorithmie, c'était pas mon truc. Ouais, je comprends. Faire du code. Et puis, je sais pas, il y a quelques années, j'ai voué une passion pour apprendre à coder. D'un seul coup, ça s'est débloqué. Bah, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, effectivement, on va repasser par ce parcours-là. C'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est souvent des pas les uns après les autres qui nous amènent au chemin où on en est aujourd'hui. Et effectivement, une question que j'avais, c'était que ton chemin, c'est aussi basé sur l'expérience que tu as eue. Tu me disais que c'est à partir de 6 ans que du coup tu as perdu la vue, ou en tout cas une partie. Parce que tu me l'as teasé tout à l'heure, donc c'est la curiosité que j'avais, c'est de savoir, est-ce que effectivement tu as vécu une période de ta vie où tu voyais des choses ou pas? Je comprends que oui, mais peut-être que il y aura plus de détails avec ton explication. Alors moi, quand je suis né, je voyais pas de l'œil droit de base, donc je voyais que de l'œil gauche. Et puis à l'âge de 6 ans, j'ai eu un décollement de rétine qui a fait que j'ai perdu la vue. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une famille assez proche qui tout de suite m'a soutenu dans l'apprentissage et de se dire il faut avancer, il faut qu'on avance. Et donc très vite j'ai été mis à apprendre le braille. Ok. Donc très vite, c'est genre immédiatement. Ah ouais, très vite. Je pense que j'ai perdu la vue, c'était en mars, et dès juillet-août, on s'est mis à apprendre le braille. Et quand tu dis on, c'est qu'il y avait pas que toi alors. Ah ouais, j'ai ma mère qui s'est mis aussi à apprendre le braille avec moi pour me former. Et puis l'avantage en fait d'avoir vu avant, c'est que je sais à quoi correspond telle ou telle couleur. Ok, d'accord. Si aujourd'hui même on me parle d'un carré, d'une voiture, d'un bateau, je peux te le dessiner. Ok, d'accord. Je sais comment ça se représente. Je pense qu'une personne qui n'a jamais vu, elle va voir, mais d'une autre manière. Potentiellement, il va falloir lui faire sentir d'abord et peut-être le représenter. Alors, ça va être plutôt aussi des émotions, des sensations, je pense. D'accord, ouais. Qui vont lui permettre en fait de se le représenter mentalement. Moi, en tout cas, ça m'aide, et au quotidien, ça m'aide pour quand j'échange moi avec mes collègues qui me parlent, par exemple, à me décrire un écran. Je sais quand on me dit écoute, t'as un petit bandeau en haut à gauche, tu as une petite icône en forme de flèche. Je sais à quoi ça correspond. D'accord, donc en fait c'est un avantage d'avoir pu voir dans le passé, quoi. Alors c'est marrant, c'est que je vois comme un enfant, parce que je pense que mes souvenirs, mais c'est vrai, en plus c'est vrai que quand j'imagine les informations, qu'après je me les représente mentalement, c'est un peu comme un dessin animé. Non mais c'est vrai en plus. Tu vois le soleil avec les rayons. Oui c'est ça. Oui non mais vrai. Mais vraiment, et les couleurs très vives. Ouais. Le rouge, c'est le rouge vif, le bleu très vif, un peu comme ce qu'on a dans les dessins, quoi, très pastel. J'ai pas les nuances de bleu, quoi. Je sais ce que c'est le bleu ciel et le bleu foncé, mais mais quand tu te les représentes, c'est uniforme, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, tu penses que c'est basé sur quoi? Sur les souvenirs qui te restent? Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est mes souvenirs qui me restent. Mais ça veut dire que t'es obligé à chaque fois de forcer une image mentale à chaque fois qu'on te parle pour naviguer ce qu'on te raconte, quoi. C'est ça. Mais par exemple, toi, tu me donnerais une couleur, le bordeaux. Ouais. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai pas dû associer cette couleur. Ouais. Ce mot à cette couleur, je n'arrive pas à me la représenter, le bordeaux. Et si on te la décrit, en fait c'est dur parce que du coup... On m'a dit que c'est un peu noir, rouge, non? Là, rouge, noir, enfin c'est... Bordeaux, il me semble qu'il y a une notion un peu de violet dedans. Ouais. Mais après, ce qui est marrant, c'est que même les gens qui voient, tu sais, ils sont pas d'accord sur les couleurs qu'ils voient. Le débat, tu vois. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ton expérience qui fait que tu as vu pendant une période de ta vie te permet d'avoir cette capacité d'interaction aussi avec les personnes aujourd'hui de ton quotidien, avec lesquelles tu peux vraiment échanger, concevoir potentiellement. Est-ce que tu penses que tu serais en mesure de faire ton métier si tu n'avais pas vu avant? Alors, je pense que le fait en fait d'être en situation de handicap et d'être confronté à cette problématique quotidienne de l'accessibilité, alors je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais l'accessibilité, il faut savoir que nous, quand on est en situation de handicap, et en l'occurrence non-voyant, on a des outils adaptés, donc une synthèse vocale, c'est un logiciel qui va me vocaliser tout ce qui s'affiche à l'écran.
Donc c'est quelque chose que tu portes sur toi, c'est quelque chose qui... Non, qui est installé directement sur mon PC ou sur mon smartphone. Sauf que pour que cet outil adapté puisse fonctionner, il faut que les sites web et les applications mobiles aient été pensés et codés de manière accessible. Ok. Et donc souvent, on peut avoir disposé de ces outils adaptés, sauf que parfois, on a des sites web, des sites de e-commerce par exemple qui ne marchent pas, la petite case à cocher qu'on ne peut pas accepter pour valider le panier d'achat. Parfois, on a des images qui ne sont pas décrites, donc la synthèse vocale ne va pas pouvoir les interpréter. Donc plein de petits exemples comme ça qui font que le numérique, oui, c'est un formidable moyen de devenir plus autonome quand on a son handicap, et en même temps, ça peut être parfois un obstacle majeur parce que il suffit que le site web ne soit pas correctement pensé, et on est totalement bloqué. Et donc par rapport à ta question, peut-être que si j'avais pas été confronté à cette problématique de l'accessibilité au quotidien, sans doute que j'aurais pas fait ce job. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont non-voyants, qui ont la compétence pour travailler, qui ont eu des entreprises qui étaient prêtes à les recruter, mais pour des questions d'accessibilité, par exemple un intranet, un progiciel qui ne marche pas, ne pouvait pas malheureusement faire le métier pour lequel il s'était projeté. Projeté, ouais. Et justement, si on refait ton parcours, parce qu'il y a vraiment cette curiosité que j'ai sur tous ces mécanismes de compensation que tu évoquais, que tu as appris, découvert et puis fait progresser, parce que le numérique est arrivé un peu plus tard, je pense. Ouais. Donc, tu as appris le braille. Donc, le braille, c'est une manière de pouvoir lire des choses, avoir accès à l'information de manière plus autonome. Quels sont les autres mécanismes que tu as dû apprendre? Et est-ce que tu as des expériences que tu peux nous raconter justement sur l'apprentissage de ces mécanismes-là? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai connu à la fois le milieu spécialisé et le milieu ordinaire pendant mon cursus scolaire. Quand je parlais de l'apprentissage du braille, c'est-à-dire jusque mes 3 années de primaire, j'étais en milieu spécialisé en CLIS. Donc, c'était des petites classes de 7 où vraiment, on a un cursus scolaire classique avec le programme classique, mais on a en plus des cours pour pallier à notre handicap. Donc, ça peut par exemple être la dactylographie. Donc, je sais pas, par exemple, sur le F et le J, t'as des petits traits. Je sais pas si t'as remarqué, ou sur le chiffre 5. Donc, tu positionnes tes doigts. Et après, le principe de la dactylographie avec des raccourcis, tu vas pouvoir naviguer sur ton ordinateur et remplacer ainsi la souris. Mais c'est des éléments qui sont présents partout? Partout. Ouais, c'est standard. Sur le F et le J, t'as des petits traits qui permettent pour poser les doigts, en fait, c'est des repères. Ouais, d'accord. Ok. C'est ça. Et dans ces classes spécialisées, c'était que des personnes avec un handicap? Déficient visuel, ouais. Déficient visuel, ok. Ouais. Donc c'est vraiment... T'as non-voyant et malvoyant. Ok, donc t'as les deux, ok. Ouais. Comme ça, au moins, il y a une sorte de thème commun qui vous permet aussi de pouvoir avoir peut-être des cours, des choses comme ça qui sont très spécialisées. C'est ça. Alors, on a ça. Après, on est dans une école classique, On était dans une école classique. C'est juste qu'il y avait une classe qui était spécifique pour cela. Et puis, on a notre enseignant qui va adapter le cours, par exemple, en faisant, par exemple, la géographie, nous apprendre les montagnes, les massifs montagneux, va nous faire des maquettes en terre cuite, par exemple, pour qu'on puisse se représenter telle ou telle carte. On va avoir des cartes en relief, des cartes de France avec de la feutrine, par exemple. Ouais, d'accord. Et puis, on va avoir aussi des cours de la vie quotidienne. Par exemple, apprendre à faire ses lacets. Donc, pour être autonome dans la vie de tous les jours. Donc, on va voir tout cet aspect-là. Comment aussi s'approprier son handicap. Ça, c'est important. Et puis, oui, au fur et à mesure, j'ai été, on peut dire, on dit le terme intégré. Intégré, d'accord. En milieu ordinaire, progressivement. Donc, mais tu me disais que tu étais déjà en milieu ordinaire. J'étais en milieu ordinaire, dans une classe dans un établissement, mais j'avais une classe spécialisée. D'accord. Mais du coup, tu étais isolé au sens où tu étais dans la classe spécialisée. C'est ça. Mais du coup, tu interagissais quand même déjà en récréation, etc. Avec les élèves. D'accord. Et puis, au fur et à mesure des années, progressivement, pour le français, pour l'histoire, pour les maths, etc., tu intègres une classe classique. D'accord. Donc, quand tu étais en classe spécialisée, tu me disais, c'était plutôt vers quel âge? Ouais, de l'âge de 6 ans à 10 ans. Ok, donc c'est la partie primaire, quoi. Ouais, primaire. Et puis après, à partir du collège, grosso modo, c'est ça. Milieu ordinaire. Alors, je me rappelle le 6e, pas évident parce que il fallait changer de salle. On n'a pas une salle qui est attitrée. J'avais l'ordinateur, j'avais alors un outil que je pouvais brancher à mon ordinateur, c'est une plage braille. C'était pas forcément le plus ergonomique possible. On parlait de changement. Les premiers mois, c'était pas le plus simple. Puis il faut trouver sa place. Ouais, c'est ça. Plein d'aspects. Et puis, fin de 6e, on m'a mis dans les mains un nouvel outil, un genre de bloc-notes qui est assez compact, qui faisait à la fois ordinateur et à la fois qui gérait le braille.
Et en fait, c'était marrant, c'est que c'était tellement compact, un peu comme un netbook. Donc beaucoup plus facile, même en termes d'autonomie de la batterie, il pouvait durer 10 heures. Ça veut dire que j'étais pas obligé avec mon PC portable qui ne durait que 3 heures le recharger, je sais pas quand, ou me mettre à côté d'une prise. Donc ça veut dire à côté d'une prise, souvent t'es soit tout devant, soit tout derrière. Tu peux pas te mettre à côté de ton pote, de ton camarade de classe. Donc le fait en fait d'avoir eu cet outil qui était beaucoup plus autonome, me permet d'être plus autonome aussi. Ouais. Et la preuve, j'avais un AESH, donc un auxiliaire une personne qui pouvait m'aider en classe pour, par exemple, lire ce qu'écrivait le professeur. Donc une personne physique qui était avec toi, quoi. C'est ça, une personne tierce, tout à fait. Et elle m'accompagnait dans toutes les matières en 6e. Et puis, grâce à cet outil, elle ne m'accompagnait en 5e que sur les maths, la physique et la SVT, les matières scientifiques. Ah ouais, d'accord. Sur toutes les autres matières, par la suite, j'étais autonome. Pourquoi ? Parce que finalement, le professeur, l'enseignant, qui donc n'était pas sensibilisé au handicap, n'avait juste à finalement mettre les cours sur une clé USB, me les transmettre, je le mettais sur mon ordinateur adapté, et puis hop, tout de suite, j'avais accès aux cours comme tout le monde. D'accord. Et toi, tu as senti la différence entre le passage de la classe spécialisée à être intégré, comme tu le disais, dans un contexte plus ordinaire ? Non, parce que ça s'est fait progressivement en plus. Okay. Ça s'est fait progressivement. Dès les dernières années de primaire, CM1, CM2, on m'avait intégré déjà en français. Donc ça s'est fait un peu progressivement en fait. Donc non, j'ai pas été perturbé. Et puis une fois que t'as acquis entre guillemets tes petits process au collège, etc., après ça roule quoi. Enfin je veux dire, tu sais ce que le début d'année, il faut sensibiliser les professeurs. Oui, c'est ça, mais ça veut dire que même les professeurs qui sont dans l'établissement dans lequel tu étais, qui savent que tu vas être intégré, ont pas toujours, on va dire, les bases. Ouais, bien sûr. C'est notre rôle en fait. Et c'est peut-être là la difficulté, parce qu'en tant qu'élève, tu sors de ton rôle d'élève pour, entre guillemets, les rassurer, parce que parfois ils ont peur. Les rassurer sur ton handicap. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de pas réussir, de pas savoir faire, de comment faire. Ouais. Donc, il faut leur dire, mais vous inquiétez pas, on va y aller progressivement. Oui, ensemble, on va y aller. Progressivement ensemble. Et puis, je connais mon handicap, donc je sais ce que j'ai besoin. Donc, on acquiert des petits autonomies. Alors, parfois, on a des petites résistances. Ça arrive que des professeurs m'envoient le cours à 23h pour le lendemain. Ils disent, on a oublié, ou t'as appris ton cours, et puis le lendemain, t'arrives pour le contrôle, et puis on dit, j'ai pas l'énoncé. Tu reviendras demain. Bon. Ah oui, d'accord. Mais du coup, effectivement, pour les examens, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils te les envoient ? Non, en fait, ils pouvaient me les mettre sur clé USB, puis en instantané. Mais il fallait que eux, en amont, il y a un petit travail quand même sur le support. Par exemple, s'il y avait des schémas, il faut les décrire. Ah oui, forcément, ouais. Il faut les décrire. Donc, il y a un petit travail quand même en amont de leur côté pour adapter le support pour que je puisse l'utiliser. Et puis, on avait un backup. On avait un service support qui pouvait aussi accompagner les enseignants pour les sensibiliser et pour adapter les cours. Mais ça dépend aussi de la volonté aussi de l'enseignant. Oui, c'est un peu comme tout. Mais c'est vrai que ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une dimension responsabilisante très rapidement. Ouais. De toute façon, très vite, en fait, comme je dis, des fois, t'as pas le choix. Ouais, effectivement. Tu le fais, parce que sinon, tu le fais et puis, tu t'adaptes, t'acquiers des automatismes, t'essaies d'anticiper un max, en fait, tu calcules tout le temps. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, mais dans la vie de tous les jours aujourd'hui, chaque action, je vais l'anticiper en disant, je dois préparer un trajet pour aller d'un point A à un point B. Il faut que j'anticipe. Quel transport en commun je peux prendre ? Est-ce que je vais passer, par exemple, par Châtelet, qui est pas la station la plus simple ? Est-ce que je vais peut-être la contourner ? La contourner. Peut-être que je vais prendre le bus. Le GPS me dit que c'est plus long, mais l'avantage dans le GPS, c'est que je m'assois sur le siège et j'ai pas de changement. Et je me rapproche de tel autre endroit. Donc, c'est de l'anticipation. Il va pleuvoir. Donc, peut-être que mon ressenti au niveau de l'ouïe va pas être le même, parce que le bruit des voitures, donc, ça va aussi impacter. Une sorte de charge mentale presque supplémentaire qui est permanente, quoi. Ouais, alors je pense qu'en fait, tu t'habitues à force. Moi, je me rappelle, tu vois, au collège, quand je te parlais on était en milieu classique, mais j'avais quand même des cours de locomotion. Donc, en fait, locomotion. C'est ça, en fait, c'est des cours pour te former à te déplacer. Donc, tout à l'heure, là, je te parlais de préparation de trajet, ça, c'est pas inné. Ah, mais tu dis de locomotion au sens, là, c'était dans les classes spécialisées. Ouais, mais même, on avait un service qui continuait à nous dispenser quand même des cours un peu adaptés pour la vie quotidienne et pour le déplacement. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais ado, c'était pas évident de rester par exemple devant un carrefour qu'on doit traverser, de l'analyser, parce qu'en plus il faut l'analyser à l'oreille. Donc dans cette phase d'analyse, des fois tu pouvais rester 10 minutes, 20 minutes devant le passage piéton, parce qu'il faut analyser le nombre de branches, d'essayer d'identifier à l'oreille s'il y a des feux,
si c'est un carrefour sans feu. Ah oui. Le démarrage des voitures, de comprendre la logique du carrefour. Ah ouais, j'avoue que c'est quand même complexe. Et ça, c'est des complexes parce que en plus t'as ça, puis en plus t'as tes études, en plus t'as les enseignants avec lesquels il faut sensibiliser, former, anticiper, dire j'ai un examen la semaine prochaine. Est-ce qu'il m'a envoyé tous les supports? Ah, il m'a pas envoyé le support, donc je vais peut-être voir avec un pote pour qu'il me fasse un scan de son support pour que je puisse anticiper. Ouais, il y a déjà le travail à faire en lui-même qui prend du temps, mais en plus toi, tu avais, on va dire, de la préparation supplémentaire, de la logistique supplémentaire, quoi. Ouais, donc mais ça forme, hein, parce que aujourd'hui, t'as tellement pendant tes études en fait acquis ces automatismes que une fois que t'es dans la vie de tous les jours, ta vie adulte, t'acquiers les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que un gros avantage que tu as en le vivant toi-même, c'est que maintenant, côté accessibilité, il y a des choses qui sont évidentes pour toi. Oui. Il faut mettre en œuvre. Et effectivement, quand tu me les évoques, je me dis effectivement, j'aurais pas pensé parce que du coup, quand tu n'es pas confronté à la problématique et que tu n'es pas sensibilisé à la problématique, tu te rends pas compte. Tout à fait. Tout à l'heure, une des premières questions, c'était qu'est-ce que tu as appris aussi? Tu vois, le fait de travailler avec les autres. Et en fait, tu comprends vite aussi que quand on est en situation de handicap, alors tu as des outils qui permettent de le compenser, mais parfois tu as aussi des limites. Tu te rends compte très vite des limites. Je suis toujours en échange avec l'enseignante qui m'a appris le braille. Ça date du coup alors? Ah ouais, ça date, c'est marrant. On échange régulièrement et c'est vrai qu'elle souvent elle me dit mais elle dit je crois que c'était dès la 6e, elle dit la question que je lui avais posée, si elle l'avait un peu marqué, c'était je pourrais pas conduire. Peut-être qu'avant, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte que je pouvais pas conduire une voiture parce que j'étais non-voyant. Donc tu te rends compte en fait des limites et donc tu prends conscience. Et en fait, après, t'essayes de trouver des alternatives. Alors bon, la conduite, ce sera pas possible, c'est pas tout de suite, peut-être les voitures autonomes plus tard, mais peut-être. Ouais. Mais en tout cas, tu vois l'exemple de faire un PowerPoint, je peux te faire le texte. Par contre, m'occuper de la mise en forme, je pourrais pas te le faire. C'est un peu plus complexe. C'est plus compliqué. Donc là, c'est un travail à mener. Par exemple, ça va être un travail de groupe qu'on va devoir faire pour un exposé. Par exemple, je vais aller voir mes camarades, leur dire tiens, je m'occupe de rassembler tes infos, je m'occupe de ta partie pour le texte. Moi, je fais ma partie textuelle. Par contre, est-ce que tu t'occupes de présenter mes slides? Comme ça, on se partage le travail, quoi. Ouais, donc d'accord. On essaye aussi de trouver des petits des ajustements pour pas qu'il y ait non plus un déséquilibre. C'est aussi important, ça, hein. D'aider, de savoir demander de l'aide, de savoir comment la demander, parce que souvent les gens ne savent pas comment aider et jusqu'où l'aide doit s'arrêter. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important que tu évoques parce qu'effectivement, le fait de demander de l'aide de manière explicite est déjà un exercice qui est pas évident. Non-voyant ou pas non-voyant, d'ailleurs, vraiment pour n'importe qui. Et un truc que je trouve extrêmement important dans ce que tu évoques aussi, c'est comment est-ce que je n'impose pas mes contraintes aux autres et que j'ai une conversation avec eux, parce que bien évidemment, il y a des choses qui vont être plus difficiles pour toi à faire, mais du coup, il y a une conscience quand même du fait que c'est une contrainte. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de l'évoquer, parce que du coup, même entre guillemets en n'ayant pas de handicap, il y a plein de gens qui imposent leurs propres contraintes aux autres et c'est ce qui crée plein de frictions. Donc du Absolument. coup, non, mais c'est hyper important en fait de se poser la question, de dire et puis est-ce que ma demande, comme tu dis, est une contrainte et comment je peux aussi l'alléger, comment je peux essayer de la rendre et même intéressante stratégiquement aussi. Oui, tout à fait. Pour la personne aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu as développé toi-même, cette conscience-là, ou est-ce que c'est des choses qu'on t'avait apprises? Alors, d'abord, la demande d'aide, savoir comment l'expliquer. Ça, tout à l'heure, je te parlais des cours de locomotion. Par exemple, ça fait partie également du programme de savoir, par exemple, demander une information. Donc, par exemple, arrêter un passant, lui dire, écoutez, excusez-moi, j'ai analysé sur le carrefour ou sur mon trottoir, je pense qu'il y a des travaux. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et peut-être qu'il va me confirmer une information. Et puis peut-être que parfois, le carrefour, je ne vais pas pouvoir l'entendre parce qu'il va y avoir un masquage auditif. Donc des travaux à proximité, ce qui fait que le traverser à l'oreille va être dangereux pour moi. Ouais. Et donc là, c'est important d'analyser, d'évaluer la situation pour après arrêter un passant, lui dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser cette rue? Donc bien lui indiquer lequel rue on souhaite traverser, parce que parfois il va pas savoir. Souvent il va dire je fais comment, donc parfois il va te prendre par l'épaule, des fois il va te. Oui, et donc là tout de suite lui expliquer non, vous inquiétez pas, je prends votre bras et de le rassurer. Donc c'est aussi il y a tout un travail auquel on est formé pour savoir expliciter notre demande d'aide et rassurer la personne sur comment elle doit nous aider. Donc déjà, c'est la première étape. Et puis cette prise de conscience, ça, je pense que ça se fait au fur et à mesure. En fait, ouais. tu le sens en fait avec les gens, dire en fait, il faut. Puis moi, j'ai envie d'être traité comme tout le monde. Hein. Et ça, c'est important. Je prends un exemple très concret là. Récemment, j'avais pris une canette au travail et puis je savais pas où était la poubelle. Souvent, le collègue, je posais la question où est la poubelle. Il va dire tiens, je te la prends et je vais te la mettre. Et j'ai
Non, non, t'inquiète, c'est gentil. Est-ce que tu peux me montrer où se situe la poubelle pour que je sache pour les prochaines fois? Ouais. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que effectivement, c'est important pour toi à un instant T aussi de savoir où elle est. Sachant que même pour les gens qui sont voyants, des fois trouver les poubelles, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Surtout maintenant où tu sais, tout se recycle, je ne sais quoi, où on veut limiter les poubelles ou je sais pas. Des fois, c'est un peu un bordel. Mais effectivement, je comprends. Mais c'est ça, c'est des petits aides comme ça. Et puis des fois, le fait de, là, par exemple, dans mon métier, par exemple, il faut analyser les maquettes. Et les maquettes, c'est des images, souvent. Ouais, effectivement. Et donc, moi, ma synthèse vocale ne peut pas lire les images. Alors maintenant, avec l'IA, on peut commencer à faire des choses intéressantes. On va en parler parce qu'effectivement, je pense que ça change pas mal d'éléments. Mais c'est vrai que parfois, j'ai été amené à travailler avec d'autres collègues pour qu'ils me décrivent finalement la maquette. Et en fait, le fait de le faire, eux, les aider. Parce que le fait de me décrire la maquette textuelle, et moi, en n'ayant pas accès au visuel, j'étais pas influencé par le côté graphique, le côté UI. Et en fait, je ne posais que des questions fonctionnelles. Oui, donc forcément, tu te focalises sur le besoin, ce qu'on a tendance à oublier quand on est noyé par la solution. C'est ça. Et effectivement, je te rejoins. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant, la notion d'explicitation. C'est-à-dire que dans mon métier, en tout cas, qui navigue dans le monde des relations, vu qu'on veut aller très vite, on utilise beaucoup de raccourcis, donc on dit moins de trucs, en supposant que, en ne disant pas les trucs, en essayant de les injecter, tu sais, d'une manière implicite, les gens vont comprendre. Et en fait, souvent, ça amène à incompréhension, à conflits qui n'étaient pas nécessaires, etc. Donc, je trouve que c'est extrêmement important. Les contraintes, finalement, de ne pas voir quelque chose, ça force à expliquer et expliciter les choses. Et c'est ce qui t'aide à retoucher aussi l'essence de ce qu'on cherche à faire. Tout à fait. Et puis, même que je puisse poser les questions. Pareil, ça, j'ai été formé. Après le collège, j'ai intégré par la suite l'Institut national des jeunes aveugles. Donc en fait, j'ai par la suite enchaîné sur un lycée, mais en milieu spécialisé, parce que comme j'expliquais au collège, je faisais mon job d'élève, mais je faisais plus. Pour le job d'élève, ouais, c'est ça. Et donc je voulais, entre guillemets, pendant ces 3 années de lycée, me concentrer vraiment sur la partie le bac. Ouais. Et donc je suis reparti en milieu spécialisé, donc sur Paris. Donc j'étais interne à l'époque. Et donc pour le bac, on a des examens avec des schémas. Tout à l'heure, j'étais en économie, donc en plus. On avait beaucoup de graphiques, de diagrammes, etc. Ouais, j'imagine. Et donc là, en fait, vous avez 4 heures d'épreuve. En plus, c'est le tiers-temps, parce qu'on a un temps supplémentaire. Ça peut monter jusqu'à 5 heures. Donc ça va très vite. On peut avoir une quinzaine de documents à analyser. Donc ça peut être compliqué. Et on a, pendant l'examen, un secrétaire qui est là une personne. Pour... une personne. Avec chaque personne? Ouais. Alors, si on en exprime le besoin, mais moi, ça faisait partie des aménagements qu'ils avaient mis en place. Avoir ce type de matériel que j'utilise au quotidien, plus une personne pour soit écrire ce que j'ai besoin de noter, par exemple si c'est des questions, des quiz, etc., des QCM, et puis au cas où s'il y a besoin de me faire la lecture de tel ou tel document et du schéma. Sauf que là, typiquement, avec ma prof d'économie, on avait mis tout en place une méthodologie pour savoir poser les bonnes questions, pour aller droit à l'essentiel. D'accord. Sur le schéma, qu'est-ce que vous voyez, combien il y a de courbes, pour que comme ça, moi, dans ma tête, je puisse me faire cette représentation mentale. C'est extraordinaire comme sujet parce que dans mon domaine, typiquement, je fais un exercice des équipes où il y a des personnes qui doivent représenter un dessin et du coup au début on les sépare et t'as des gens qui voient le dessin qui doivent juste faire de l'instruction et du coup l'instruction se balade et va vers des dessinateurs si tu veux qui doivent la représenter, ce qui grosso modo est exactement ce que tu décris. Et on voit à quel point c'est difficile de décrire quelque chose parce que du coup il y a les mots que toi tu utilises qui sont représentatifs de ce que tu vois et les gens qui reçoivent qui des fois ont un sens totalement différent du mot que tu as utilisé. Oui. Et puis c'est là où on se rend compte que des fois vertical, horizontal, sur le moment c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais est-ce que derrière on vous a aidé à soit être précis sur les mots, soit à avoir cette capacité à non seulement décrire les choses ou à les expliciter? Ou est-ce que ça vient juste de toi et de ta compétence? Ça dépend. Et puis ça va être du cas par cas parce qu'en plus moi ça m'aide parce que j'ai vu avant en fait. Donc si on me parle d'horizontal, vertical, je vais réussir à le faire. Et puis même parfois, ce qui va être peut-être un peu différent pour des personnes qui l'ont peut-être jamais vu, mais si j'ai pas compris, je vais faire peut-être le dessin sur la table. Si on me dit vertical, tiens, c'est ça, horizontal, un carré, tac tac tac. Donc là, il est en train de faire des dessins sur la table, oui, effectivement, avec sa main. Donc et ça me permet en plus de compartimenter étape par étape dans ma tête. Donc en fait, j'ai toujours un peu ces automatismes d'ancien voyant. Ouais, c'est marrant, hein. C'est-à-dire que même si ta vie là est plus longue en tant que non-voyant,
que ta partie non-voyante, il y a quand même tout ce qui s'est ancré pendant les 6 premières années de ta vie qui sont là. Ouais, ma prof spécialisée me le disait. On était 2 non-voyants pendant le collège. Et souvent, ma prof spécialisée m'expliquait, dire mais la manière dont elle pouvait nous former, notamment sur les questions des mathématiques, pouvait être différente. Ma camarade de classe qui était non-voyante était beaucoup dans la mémorisation, dans le par cœur, etc. Et dans le texte. Moi, j'avais besoin à chaque fois d'avoir des choses en relief. Choses en relief, c'est marrant, ouais. Du relief, et je pense que je gardais mes automatismes de voyant et pour m'aider à mieux assimiler, à mieux raisonner sur telle ou telle notion. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, tu sens ces aptitudes au niveau de tes sens qui se sont développées, c'est-à-dire que à la fois l'ouïe, le toucher, alors je me rends pas compte si le goût a changé ou j'en sais rien, mais on entend souvent ce truc-là, tu vois. Ouais, que ça alors se le 6e sens, le 6e sens. la sentinelle. Ouais. D'Ardeville. C'est un peu ça, c'est vrai. Alors. Mais on dirait pas que c'est toi. Hein. Non. Alors, comme je l'explique, en fait, ça s'apprend, ça s'acquiert, en fait. Au fur et à mesure, c'est pas inné. Et puis, c'est pas automatique. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont non-voyants, qui ont l'oreille absolue. Ouais. Moi, je l'ai pas du tout. J'ai fait de la musique, mes parents ils m'ont dit tiens tu vas faire forcément c'est un peu le stéréotype, mais ils m'ont dit t'es non-voyant, tu vas faire du piano. Ah que j'ai pas du tout aimé, puis j'étais pas moi reconnaître une note, je sais pas, j'arrive pas. Vraiment, Ouais, je comprends. J'arrive pas et je suis pas du tout sensible peut-être à cette question du son. Ouais, je comprends. Autant que j'ai des peut-être personnes non-voyantes qui sur les questions sur la musique, pour eux ça va être hyper important. Donc en fait, c'est pas inné et pour autant ça se travaille. Ça se travaille. C'est une compétence, tu veux dire. Ouais, c'est une compétence qui s'acquiert au fur et à mesure. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais de la locomotion, toujours. Ouais. On nous apprend à développer le sens des masses. Le sens des masses, c'est une conjugaison entre l'ouïe, le toucher, et en fait, c'est quand tu claques des doigts, ouais. T'arrives à entendre avec l'écho à la proximité du mur. En gros, c'est comme les chauves-souris, quoi. Ouais, un petit peu comme ça. Alors, il y a d'autres qui vont claquer avec la langue, mais ça te permet... avec la langue? Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ça, j'arrive pas à le faire. Là, j'arrive pas à savoir où se situe le mur. D'accord. Mais d'autres, donc au bruit, et puis parfois tu peux longer un mur. Toi, je sais que là, le mur derrière moi, je peux le sentir. À peu près la distance. Ouais, tu peux le sentir à proximité. La sensation, c'est un peu comme si que quelqu'un te regarde. Ok, donc t'as toujours l'impression que des gens te regardent. Oui, mais je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais tu arrives à sentir qu'il y a quelque chose, donc une masse. Ouais. Et donc, moi, ça m'aide par exemple quand je longe un pâté de maison avec ma canne. Eh ben, je vais pas forcément longer avec la canne en tapant avec la canne le long du mur. Je vais le frôler, en fait. Je vais marcher parallèlement et je vais le sentir qu'on est parallèles l'un à l'autre. D'accord. Mais du coup, tu vas faire des pas chassés? Non, Si, parallèle. Non, mais parallèle, tu vas longer le mur, mais parallèlement, en fait, tu vas l'entendre. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est assez dingue. Ça veut dire que vraiment, bon, déjà, il faut réussir à claquer les doigts, ce qui est déjà une première compétence à part entière. Mais c'est vrai qu'on vous apprend, du coup, vraiment c'est une compétence, quoi, cette capacité à sentir la masse. Ouais. Mais, du coup, au travers du son. Au travers du son, et parfois, c'est quand tu longes ce mur, t'entends les bruits environnants, la voiture se répercuter sur le bruit du mur. Tu sens si t'es dans un environnement fermé, si t'as un toit au-dessus de toi, etc. Toi, si t'as un poteau qui est à proximité, si t'es concentré. Alors quand t'es concentré, tu peux sentir dire il y a un truc à côté. Alors souvent c'est marrant parce que c'est quand tu vas le chercher que tu vas te le prendre. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé en étant petit. Je me souviens que le poteau, il m'a bien arrêté en tout cas. C'est lui qui a gagné. Mais c'est des choses qui au fur et à mesure ça se fait. Et je pense que je suis plus sensible aujourd'hui en tant qu'adulte parce que tu vois, tu parlais de cette charge mentale, tu peux la compartimenter. Aujourd'hui, c'est même plus une charge mentale, tu vois, le fait d'analyser un carrefour, le fait de coordonner la canne, parce qu'en plus t'as la canne blanche à coordonner selon ta marche. Ouais. Donc tout ça maintenant, ça coule de source, quoi. T'as plus besoin d'y réfléchir. Il y a un automatisme finalement qui s'est mis en œuvre. Ouais. C'est ça. Mais effectivement, c'est impressionnant ce genre de compétences que l'on développe. C'est pour ça que du coup, je reviens sur ce que tu disais autour de le handicap crée l'innovation. Moi, c'est vrai que j'utilise plutôt le terme contrainte parce que du coup, c'est plus général, c'est-à-dire au sens le handicap est une contrainte, mais en fait, si on crée des contraintes, ça force à trouver des chemins différents. En fait, c'est la situation qui crée. Si demain j'éteins la lumière, c'est toi qui es en situation de handicap, c'est pas moi. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est pour ça que je parle de contrainte. C'est pour ça, c'est la situation. Mais si par exemple, je sais que j'avais vu ça. Souvent, on me parle, quand t'es en situation de handicap, j'ai pu vivre un petit peu ce que tu vis parce que je suis allé dans un restaurant dans le noir. Oui, ok. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce type d'animation. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit alors ? J'étais sensibilisé. Alors déjà, pour utiliser ce type d'action pour sensibiliser, ça dépend dans quel contexte. Parce que je dis, mais une fois que t'es sorti de ce repas,
qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, c'est compliqué. J'ai dit, bon, déjà, la sensibilisation, elle est pas bonne. Parce que si tu dis que c'est compliqué, si demain t'es RH et que t'es amené à avoir un candidat sur handicap, tu vas tout de suite te dire, ah, c'est compliqué. Mais en fait, moi, j'avais déjà animé ce type d'événement et je leur ai dit, mais ce qui est important, c'est de savoir comment tu pallies le fait que tu ne vois pas. Par exemple, quand tu te sers de l'eau, tu peux, avec le pichet, écouter le bruit de l'eau qui coule dans ton verre ou même au poids. Donc, tu peux apprendre à te servir de l'eau tout seul. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de montrer les techniques qui permettent de compenser le handicap et ainsi de devenir plus autonome. Ouais, c'est vrai que effectivement, soit on regarde la situation toujours de notre propre référentiel, et auquel cas, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est plus difficile, plutôt que d'essayer d'apprendre en se mettant dans le nouveau référentiel, en se disant, si j'étais dans cette situation dans mon quotidien, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour quand même continuer à avoir, on va dire, une vie Absolument. Sur laquelle je suis autonome. Absolument. Et puis moi, je connais des non-voyants qui n'ont jamais vu. Tu leur demanderais, est-ce que tu souhaiterais revoir? Ils te disent non. Parce que on a appris à vivre comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je sais même pas si je te dirais oui tout de suite, quoi. Parce que j'ai appris à vivre comme ça. Ça veut dire qu'il faut que je réapprenne tout. Tu mettrais une bouteille de coca. Alors, je sais que, je sais pas si c'est toujours, il y a toujours une étiquette rouge. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais, non, ça va encore. mais tu vois, il y a des choses que, il faudrait que je touche. Parce que j'aurais peut-être pas associé la bonne image. Surtout quand les gens décident de changer au dernier moment par une lubie marketing, tu sais. C'est ça. Non, mais tu vois, à l'époque, quand j'avais l'âge de 6 ans, les sites web et les applis mobiles, c'était pas encore très développé. La notion d'icône avec la souris, le survol de la souris avec le hover. Non, mais ça, pour moi, je sais pas ce que c'est. Demain, je reverrai. Faudrait que je réapprenne à utiliser cette souris parce que je sais pas comment l'utiliser. Ouais, je comprends, ouais. Tu vois? Donc, en fait, ça dépend, en fait. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de ce que tu évoques en tant que d'expérimenter au travers de nos yeux à nous, tu vois, ce que des non-voyants peuvent vivre, et ça peut être le cas dans n'importe quelle autre situation, d'ailleurs, si j'entends pas ou absolument, si j'ai pas de bras, enfin je suppose, si je veux les côtés touchés. Mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile, effectivement, vraiment de se mettre de l'autre côté et de rester à un endroit et de se challenger lorsque tu sais que tu peux faire autrement. Bien sûr, à l'heure actuelle. Mais par contre, c'est extrêmement important au sens même empathique du terme, pas sympathique, tu vois, mais vraiment empathique du terme pour comprendre à quoi ressemble le contexte et la situation des autres, pour aussi réussir à apprendre des choses, parce que sinon, en fait, on reste coincé chez nous. Et je trouve, en tout cas, c'est vraiment ce que tu apportes dans ton discours et que je trouve brillant dans ce sens-là, c'est que c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, on va dire la plupart des gens fonctionnent de telle ou telle manière, et du coup, c'est comme ça que la vie devrait être. En fait, on se rend bien compte qu'il y a de la diversité dans la manière de vivre les choses et qu'on n'est pas forcément moins heureux. Absolument. Double négation. Bien sûr. Bien sûr. Alors, tout n'est pas simple, parce évidemment. Que, comme on est sur une société qui est quand même basée beaucoup sur l'image, parfois c'est compliqué. Mais après on essaye de trouver, comme je disais, des automatismes, mais parfois on a des limites. Mais oui, en tout cas, on arrive au fur et à mesure à être heureux. Moi, comme je l'ai dit, tous les matins, j'ai le smile. En tout cas, tu l'as là en face de moi, et au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui se partage. Ouais, et puis avec mon handicap, je peux faire mon métier, tu vois, mon métier qui est vraiment une passion de pouvoir travailler avec les différents corps de métier, de leur. En plus, je suis directement impacté par le sujet, en tout cas. Par le sujet, donc directement concerné. C'est pour ça que je trouve que c'est un gros avantage. Mais justement, vu que tu l'évoques, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Parce que du coup, donc on a fait tout ce parcours-là, on a fait, on va dire, école spécialisée. Donc tu disais même, tu y es retourné avant le bac. C'est quoi le trou entre ce moment-là et ton arrivée dans ton poste actuel? Ouais. Après, l'école spécialisée, donc, qui était sur Paris, là, au lycée, j'ai fait une année de droit. Bon, ça m'a pas trop plu. Même si j'avais le droit. Mais en fait, cette année, ça a été un peu une forme d'année de césure. Parce qu'en fait, là, je prenais mon indépendance. Alors, c'est vrai qu'au milieu spécialisé, j'étais interne, mais là, c'était vraiment mon indépendance. J'avais mon appart sur Paris. Et puis, je mettais en application vraiment tout ce que j'avais appris de la vie quotidienne. Oui, je comprends. Donc, faire ses courses, etc. Donc, c'est toute une phase, un apprentissage. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis, j'ai fait beaucoup de rencontres dans le tissu associatif. Et puis, j'avais même un ami, tout à l'heure, où ça m'a beaucoup, je pense, interpellé, parce qu'il voulait faire de la radio. Et donc, qui est non-voyant, qui veut faire de la radio. Donc, il avait la compétence. Ça faisait depuis des années qu'il travaillait sur le sujet de la radio, qui a fait de la radio associative, qui s'exprime très bien, qui avait fait une école de radio. Et pour des questions d'accessibilité, il n'a pas pu y travailler, parce que quand tu es animateur de radio dans la plupart des studios, tu dois t'occuper de l'animation, mais tu dois également t'autoréaliser avec une console. Ah, ok.
Et l'autoréalisation en tout cas, t'as pas de système de vocalisation sur les systèmes de console. Ouais. En tout cas, pas partout. Donc c'est que là, techniquement, en tout cas, c'était une contrainte forte. Oui, c'était compliqué. Et dans le tissu associatif, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai vu beaucoup de personnes non-voyantes diplômées qui avaient la compétence, qui se débrouillaient, qui étaient autonomes, qui s'étaient quand même sacrément battus parce que en milieu scolaire, il y a quand même du travail pour en arriver là, et qui, arrivaient sur les questions d'emploi, étaient confrontés à cette problématique de l'accessibilité. Donc ça m'a beaucoup interpellé. Entre-temps, j'ai fait une école de commerce après mes années de droit, où j'ai pu faire mon cursus en alternance, et donc j'ai travaillé en tant que chargé de mission dans une fédération d'entreprises, le Club Handicap et Compétences, où c'est une 30aine d'entreprises qui ont décidé de se rassembler, de dire bon, voilà, nous on souhaite trouver des solutions pour répondre aux problématiques d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et donc moi j'avais pour mission d'animer la vie de l'association. Et c'est vrai que quand j'échangeais avec les responsables handicap, je parlais de cette problématique de l'accessibilité. Eux, ils avaient en interne des collaborateurs, dire voilà, on a un collaborateur qui est tombé non-voyant, on a acheté le logiciel de vocalisation, mais ça marche toujours pas, comment on fait ? Ouais, donc la solution facile ou en tout cas courante ne suffit plus. Donc c'est ça. On fait comment ? Parce que les logiciels ne sont pas correctement compatibles. Moi, j'étais amené à faire des tests, mais à l'époque, je ne savais pas coder. Donc, je pouvais dire que ça marche pas, mais je savais pas expliquer pourquoi. Et donc, à l'issue de mon école de commerce, alors à l'issue de mon cursus, on me dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans les ressources humaines ? Et après, j'ai dit non, il faut que j'apprenne à coder. Donc, ça veut dire que tu as senti non seulement un potentiel et un besoin, ouais. Et t'as pas hésité à essayer de t'y répondre. Clairement. Et d'ailleurs, les gens, parce que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup le commerce, j'aime beaucoup le monde de la start-up, le manuel, ils m'ont dit tu vas aller partir dans du code. En plus, à l'époque, c'était la caricature du geek, quoi. Le geek, la pizza, le coca, enfermé dans sa chambre, la barbe et tout. Ah ouais, je sais que j'avais la famille, mes amis qui me disaient mais t'es sûr ? Mais j'étais sûr. Et j'ai dit non, on va y aller. Et puis donc j'ai trouvé une école pour apprendre à coder, une école spécialisée qui forme des non-voyants au codage. Ok, donc mais c'était nécessaire ou pas ? Ouais, parce que je m'étais essayé de me rapprocher. Alors mon école de commerce c'était un milieu classique, mais le milieu spécialisé, pourquoi repartir là-bas ? Parce que en fait, parce que t'enlèves une charge mentale. Oui, c'est ça, charge mentale. Et puis là, je connaissais vraiment pas du tout ce domaine, le code. Et puis il y a besoin de matériel comme bien spécialisé. Des plage braille qui coûtent relativement cher. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi. Donc voilà. Et puis alors, j'avais des écoles qui étaient prêtes à me prendre, ordinaire, mais elles me disent il faut que vous nous ayez, il faut que vous nous formiez. Ouais, mais après même tout le matériel peut-être c'est toi qui devais l'acheter. C'est ça. Ouais. Alors on aurait pu faire trouver des financements, mais c'était compliqué quoi. Donc j'ai fait 2 ans et puis en fait le fait d'avoir fait d'alternance et retourner en cursus initial, donc là j'étais vraiment full formation. En fait comme j'avais connu le monde pro, je pouvais cibler les questions à mon formateur, mais dans une logique vraiment opérationnelle. Ouais, d'accord. Et comme j'avais un projet, mon projet, c'était vraiment devenir expert accessibilité numérique. Donc ça s'est construit en fait vraiment quasiment dès le départ, cet objectif sur l'accessibilité. Et du coup, le fait de rentrer un peu plus dans le code, ça te permet de mieux comprendre quels sont les moyens pour y accéder, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis de parler des solutions. C'est-à-dire que là, j'ai la partie test que je pouvais faire avant, donc tester avec mes outils. Et puis ensuite, tout de suite aller dans la solution, pour tout être à la solution. Et puis, je suis resté en contact avec cette fédération d'entreprises. Ouais. On est resté en bonne relation et on m'a proposé de faire un diodé. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, ça me dit rien. En fait, c'est une journée, vie ma vie, d'une personne en handicap donc tu vas passer dans une entreprise. Et donc, on m'a proposé de le faire avec le... C'est toi qui vas passer dans une entreprise ou c'est ça. Non, c'est moi qui va passer une journée aux côtés d'un professionnel du monde de l'entreprise. Ok, d'accord. Et on m'a proposé de le faire avec le directeur général de la filiale de ingénierie d'Adecco. Et je me souviens d'ailleurs, on en reparle des fois quand je le croise, il me sort cette phrase, la performance économique vient avec la performance sociale. Et je dis, ça tombe bien, les sites web et les applications qu'on développe pour nos clients ne sont peut-être pas accessibles. Il y a peut-être un truc à faire. Et de fil en aiguille, il m'a proposé par la suite de poursuivre mon cursus de développement en alternance chez lui et par la suite en CDI. Mais sur ce sujet de l'accessibilité, on a créé une offre tout autour de l'accessibilité pour accompagner des clients sur ces sujets. Et c'est là après que parmi mes clients, j'avais le client TF1 qui a voulu donc pérenniser la démarche d'accessibilité. Et 3 ans après mon CDI, j'ai basculé côté client chez TF1 en tant que référent accessibilité. Et aujourd'hui, très heureux. Tu t'éclates. Ah ouais, c'est un kiff.
Mais c'est vrai que donc ce que j'entends, c'est que il y a une sorte de, alors je l'interprète comme ça, hein, donc tu me diras, mais il y a un peu une mission qui s'est révélée à toi, non seulement parce que tu as été touché par le sujet, et puis ensuite tu as vu le potentiel des solutions que tu pouvais toucher du doigt. Tu te formes, puis ensuite, parce que tu as la tchatche et que tu aimes bien papoter avec les gens, j'ai l'impression en tout cas, tu réussis à frayer ton chemin et convaincre que finalement c'est quelque chose qui a non seulement du sens pour toi, pour les personnes en situation de handicap, mais également pour l'entreprise. Ouais, c'est convaincre. Et je pense que aujourd'hui, si je devais faire un bilan, ce que j'aime dans mon job, c'est le fait de voir les équipes s'approprier le sujet eux-mêmes et de devenir autonomes sur le sujet et d'être ambassadeurs même. C'est même encore plus kiffant. Alors, bien évidemment, je suis content quand j'ai une interface qui est accessible. Donc, en tant que non-voyant, je dis, putain, ça marche, je suis trop content. Ouais. Je suis trop content. Mais quand je vois les équipes, des fois, je suis dans l'open space, j'ai mon casque, et puis j'écoute, et puis je vois les équipes tester avec les outils eux-mêmes, avec leur système de vocalisation, dire, ah mais non, il faut qu'on fasse comme ça, ou me pinguer sur Slack en disant, tiens Kevin, regarde, on a fait un carrousel qui est totalement accessible, regarde, ça marche. Et là, c'est encore plus, tu dis, ah, on a réussi à passer un step. Oui, ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui ont compris ce que ça voulait dire. Mais je pense que quoi qu'il arrive, et c'est là où il y a une grande valeur dans ton positionnement, c'est que ce ne sera jamais pareil que pour une personne qui vit la chose. Où toi, tu vas pouvoir naturellement dire, en fait, il y a ce truc-là, oui, ça a l'air de marcher, mais en fait, c'est pas suffisant pour telle ou telle raison, quoi. Alors, ça dépend, parce qu'après, quand on est, toi, tout à l'heure, on parlait de maîtrise des outils adaptés. C'est un apprentissage. Donc, parfois, on peut être en situation de handicap et pas forcément être à l'aise avec ces outils adaptés, donc pas forcément être en capacité, si tu veux, de faire un bon feedback. Ok, d'accord. Donc c'est aussi, il faut faire attention de se dire, c'est pas parce que, entre guillemets, on est en son handicap qu'on est le plus à même, d'ailleurs, d'être expert en accessibilité. Il faut pas qu'on fasse ce raccourci. Par contre, bien sûr, en termes d'usage, évidemment qu'il faut des tests utilisateurs et il faut s'adresser également à des utilisateurs qui sont moins à l'aise avec les outils pour récupérer leur feedback, pour penser des parcours qui soient le plus simple pour eux, en fait. Mais oui, effectivement. Moi, je pensais surtout à la partie usage au sens utilisateur. Bien sûr. L'usage, je suis d'accord. Autant que ce soit les personnes qui le vivent, qui te le disent. Après, effectivement, c'est intéressant de se dire, et je pense que c'est un peu dans cette direction que j'aimerais aller aussi, c'est, du coup, comment est-ce que tu sais, toi, que qu'un site est accessible? Ouais. Alors, d'abord, on a des référentiels. Ok. En fait, il faut savoir que l'accessibilité, c'est aussi des obligations légales. Donc, il y a tout un volet réglementaire auxquels sont assujettis les entreprises privées, les organisations publiques. Et on a également des standards. Donc en France, on a le RG2A qui regroupe un certain nombre de règles. Donc on a des règles fonctionnelles, graphiques qui s'appliquent aux designers. On a des règles plutôt côté développement, donc pour apprendre à coder accessible, pour faire en sorte que ma synthèse vocale, par exemple, puisse être compatible. Et ensuite, on a des règles même éditoriales pour permettre, par exemple, au webmaster de publier accessible ou un community manager quand il poste sur Facebook une publication, que, par exemple, il décrive correctement telle ou telle image. Quand tu dis coder accessible, c'est quoi la nuance du coup par rapport à coder accessible, en fait, c'est que tu dois produire un code avec toute une sémantique, des attributs, des balises qui permettent à la synthèse vocale de correctement interpréter ton site. Ok, donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une nuance au sens, il y a peut-être des informations supplémentaires à mettre qui vont être captées par les différents outils. C'est ça, absolument. Absolument. Et puis même, par exemple, tu vas imaginer un parcours. Tout à l'heure, on parlait du survol de la souris. Donc, tu vas afficher des informations au survol. Il faut qu'également ça soit accessible au clavier. Parce que si tu te déplaces avec les flèches ou tu déplaces avec la touche Tab, il faut que tu aies également le même niveau d'information que les utilisateurs qui utilisent la souris. Et c'est important. Alors là, on a beaucoup parlé du handicap visuel, mais l'accessibilité, c'est tous les handicaps. C'est l'avantage de ces référentiels, c'est qu'on touche le handicap, tout ce qui est dyslexie, le handicap moteur. Une personne qui a un handicap moteur va peut-être pas utiliser la souris, elle va peut-être utiliser un logiciel de eye tracking. Ou elle va peut-être utiliser un petit joystick, par exemple, pour se déplacer. Donc en fait, le fait de se reposer sur ces référentiels, ça nous permet d'atteindre la conformité et donc de répondre à la réglementation. Et puis, à contrario, de pouvoir prendre en compte l'ensemble des besoins. Alors, c'est pas parce que ton site est conforme qu'il sera forcément simple. Oui, ça j'imagine. à utiliser, parce que tu peux avoir un site hyper complexe, bien conforme, mais une galère à prendre en main, donc à bien dissocier de l'usage. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne base pour déjà avoir un site qui fonctionne à peu près donc pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc, toi, en tant que référent accessibilité, ton rôle, c'est quoi? Alors, c'est de faire vivre la démarche auprès des équipes, donc de les sensibiliser, de les former. Alors,
La sensibilisation aujourd'hui, moi je vois chez TF1, on a passé un step parce que cette prise de conscience, ils l'ont maintenant. C'est maintenant, il faut passer. Et la plupart des organisations maintenant, on en parle de plus en plus. Je sais que quand j'ai quitté mon lycée en 2014, là, on parlait de sensibilisation parce que les gens ne savaient pas encore qu'une personne non-voyante pouvait utiliser un PC. Aujourd'hui, on est vraiment dans la phase de formation, c'est comment on fait. Comment on fait pour faire une maquette accessible, comment on produit un code accessible. Donc là, on est plutôt dans cette optique-là. Donc faire vivre la démarche, donc c'est mettre en place des workshops, des actions de formation, c'est créer des tickets. Donc je vais analyser tel et tel élément. C'est également travailler avec nos cabinets de conseil qui nous auditent, parce qu'on a des audits par rapport à la réglementation. Donc toi, tu es la personne interne c'est ça, qui garantit, on va dire, au maximum la cohérence d'ensemble, mais vous vous appuyez effectivement sur l'externe pour réaliser les audits et puis même réfléchir ensemble, parce que parfois on a des composants qui sont plus compliqués à aménager, des interfaces, donc pour essayer de concilier à la fois ces questions de conformité et à la fois ces questions d'usage. Ouais, je comprends. Donc il y a toute une réflexion de conduite du changement, voilà, à mener auprès des équipes, essayer de prioriser aussi tel ou tel ticket, et puis c'est aussi d'insuffler ce mindset de l'accessible by design. Ça veut dire comme j'aime dire, si on transposait l'accessibilité numérique à l'accessibilité dite physique, mieux vaut prendre en compte l'accessibilité quand on dessine les plans. Que de l'ajouter. Et de se dire, bah tiens, la maison elle est construite, il faut que je mette mon ascenseur, mes toilettes à mobilité réduite. Ah, bah oui, mais la maison est déjà construite. On fait comment? C'est plus long, c'est plus coûteux. Donc l'intérêt, c'est de petit à petit, alors ça se fait au fur et à mesure, parce qu'encore une fois, on est beaucoup. Le changement prend du temps, comme tu disais. Prend du temps, et puis on est beaucoup. Et puis moi, je peux pas encore. L'intérêt, c'est aussi à terme que les équipes soient autonomes. Là, par exemple, j'ai travaillé, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez TF1, sur le web et le mobile. Si demain, je travaille sur l'accessibilité de TF1+, sur TV et ses box, il faut que les équipes sur web et mobile continuent la démarche. Oui, effectivement, faut pas que tu sois la personne Absolument. qui fait que... Donc, il y a tout un travail avec les équipes. Et puis, moi, j'aime beaucoup, c'est valoriser celles et ceux qui sortent de leur zone de confort. Ouais. Moi, dans toutes les petites équipes, j'ai des petits ambassadeurs, mais qu'on va pas nommer officiellement. On va pas leur dire, tu seras le responsable accessibilité QA le QA de l'accessibilité. C'est finalement une personne que je vois qui a un intérêt un peu plus, auquel forcément moi je vais un peu plus travailler avec lui parce que j'ai des tickets à prioriser. Et puis le fait moi j'aime beaucoup, c'est important de le remercier. On y pense peu, mais c'est important. Moi j'ai souvent cette fameuse phrase que j'entendais ici et là dans des organisations autres où on dit personne n'est indispensable. Oui, alors ça dépend, c'est quand elle est plus là qu'on se dit elle faisait ça. Oui, effectivement. non mais c'est bizarre, vrai. Cette personne, il faut la remplacer par 2 ou 3, 4 personnes. Oui, c'est ça. Donc c'est important aussi de prendre conscience de l'apport de telle ou telle personne et puis de la valoriser. Et le fait en fait que cette personne va prendre ses initiatives, ses pairs de son même équipe vont s'y mettre en fait progressivement. Moi, je vois des collègues qui ont travaillé sur l'Access et puis d'autres, ils voient que leurs collègues travaillent dessus. Et j'ai même des collègues maintenant qui forment d'autres collègues. D'accord, t'as plus besoin d'être là pour... je suis trop content. Alors là, pour moi, j'ai un collègue qui est QA et puis on a eu 2 nouveaux arrivants et puis je discute avec elle, je dis non, je vais montrer. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est passé au-delà de l'obligation légale, au-delà de la contrainte de ton rôle, c'est qu'il y a un automatisme qui s'est créé, qui devient plus naturel pour eux de dire, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, de manière à ce que ce soit cohérent pour le public qu'on veut toucher et pour bien faire notre job. Absolument. Et c'est même eux, des fois, je me rappelle, c'était avec TF1 Info, où je leur ai fait des retours. Et alors, des fois, tu as le retour un peu conformité, parce qu'il faut avancer, et puis tu as le retour usage. Toi, donc, tu dis, allez, on va faire déjà le premier lot 1, conformité, et ensuite, on va lot 2, usage, pour peaufiner par la suite. Et en fait, c'est eux qui m'ont mis un stop, en disant, mais attends, Kevin, là, on a testé, d'un point de vue usage. Alors, ok, là, c'est intéressant, mais c'est pas forcément simple à utiliser. Et c'est même eux qui, de plus en plus, sont demandeurs pour aller au-delà des questions de conformité et de s'inscrire dans une logique d'utilisabilité. Et là, quand tu touches ça, et même quand on échange sur un parcours design, où parfois, c'est pas un problème. Alors, on va identifier un problème d'accessibilité, mais c'est pas un problème d'accès, c'est un problème de conception en lui-même. Et en fait, c'est même eux qui disent, mais attends, Kevin, je vais pas dire au designer, entre guillemets, t'as mal pensé. Parce que lui, il a ses contraintes business, il a son design, etc. Mais je veux que ce soit lui qui, de lui-même, se dise, mais attends, ce que j'ai fait, c'est pas un problème d'accessibilité, c'est en fait un problème pour tous mes utilisateurs. Parce que finalement, l'accessibilité, c'est essentiel pour certains, mais ça profite à tous. Et donc, c'est là, en fait, j'essaye petit à petit, en fait, faut pas être pressé, mais non, mais c'est important. Ouais, c'est important. C'est important, en fait, de pas être pressé. Alors, c'est important de donner, surtout dans ce type de démarche, parce que on peut vite se disperser, se donner des jalons, des objectifs, évidemment.
et des résultats, c'est très important sur ces sujets, mais c'est important de dire que aussi la personne prend le temps de digérer l'information et d'elle-même en fait qu'elle prenne conscience et dire mais en fait la manière dont j'ai pensé ce parcours, c'est pas de la bonne manière en fait. C'est pas un problème d'accessibilité, c'est juste parce que j'ai l'habitude de voir sur les autres sites ce type de besoin et donc en fait je duplique finalement le besoin et je le pense pas forcément usage pour l'utilisateur. Et du coup, toi, à partir de là, avec donc c'est déjà ces victoires que tu as pu avoir, aussi petites ou aussi grandes soient-elles, comment est-ce que tu vois ton futur à 2-3 ans? C'est quoi qui te paraîtrait être vraiment la step d'après? Ah, c'est compliqué. Non, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis tellement heureux. Non, mais c'est beau vrai. à voir, en tout cas. Ah, je suis heureux, donc je sais pas, c'est compliqué. Pas forcément toi au niveau de ta carrière, mais tu vois, au sens de l'accessibilité. De l'accessibilité, voilà. Bah, moi, je veux que là où je suis chez TF1, que l'application soit le plus accessible possible et que figure de modèle pour inciter d'autres organisations à s'inscrire dans cette démarche. Parce que aujourd'hui, force est de constater que faire ses courses, acheter tel ou tel quand c'est le Black Friday pour acheter quelque chose, c'est compliqué. Ça reste aujourd'hui, il y a très 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 peu de sites aujourd'hui qui sont accessibles. Ou c'est une galère, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui un gros travail à faire. Malheureusement, oui, moi j'aimerais c'est que ça fasse effet domino et que au travers de cet exemple de TF1, on dit bah oui en fait ça marche. Quand il y a une démarche, quand il y a une véritable démarche et une véritable volonté d'avancer, parce que c'est aussi une question d'envie. C'est vrai que j'ai la chance d'une direction qui a envie d'avancer sur ces sujets d'accessibilité, de se dire que quand on initie ce type de dynamique, bah ça peut fonctionner et on peut avoir des résultats et que ça puisse faire effet domino à l'externe. Ouais, mais génial, génial. Bien, merci en tout cas pour tous ces éléments qui sont à la fois éclairants et c'est beau de voir à la fois cette passion et cet enthousiasme que tu as dans ton quotidien et sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'aurait pas évoqué ensemble qui te semblerait important à partager ou que tu aurais envie de partager? Non. Non, ça te paraît pas mal? Non. C'est déjà pas mal, hein? Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ce que je te propose du coup, c'est que on va basculer sur les petites cartes que je t'avais dit que j'avais préparées. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te les passer donc dans la main. Ce que je vais te proposer de faire, c'est d'en choisir une. Et après, tu lis mon avenir. Et effectivement, à peu de choses près, je vais lire ton avenir. En tout cas, je vais pouvoir te lire la question que tu vas avoir. Tiens, dans la main, il y en a un sympa paquet. Donc je te laisse en tirer une telle que tu souhaites. Hop. Alors, entre plus d'argent et plus de temps, que préférerais-tu et pourquoi? C'est compliqué ça. Ah, j'avais pas dit qu'elle serait facile. Hein. Entre plus d'argent, que préférais-tu? Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, encore une fois. Bon, le plus de temps, j'avais plus d'argent. Non, enfin, c'est surtout le plus de temps et plus d'argent. Ouais. Non, mais après, je sais pas comment Moi, j'ai besoin d'être passionné. Ouais. J'ai vraiment besoin d'être passionné. Si le sujet ne me fait pas vibrer, je sais pas si c'est le bon terme. Ouais, très bien. Ouais. J'aurais du mal à m'impliquer, je pense. Donc, c'est que ce soit de l'argent, du temps. Tant moi, qu'on te met sur un sujet qui te fait vibrer. Ah ouais, mais moi, je vais même pas compter. Je vais être concentré sur le sujet, quoi. Je vais faire que ça. Quand je kiffe, je vais pas regarder, en fait. Donc, peu importe la ressource, entre guillemets, qu'on met à disposition, tant que toi, effectivement, il y a ce sujet qui te fait vibrer. Aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Ah, c'est pour autre chose. Peut-être que demain, il y aura autre chose. Peut-être connexe, peut-être encore autre chose. C'est la chose qui te permettra de te sentir heureux. Ouais, c'est ça. Et l'échange avec les gens. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que tu sois pas isolé. D'ailleurs, dans ton écosystème, donc toi, tu es un référent accessibilité. Mais du coup, est-ce que tu es seul ou est-ce que tu es dans un collectif? Alors, je suis dans une équipe programme transverse, qui est une équipe un peu de chefs de projet qui interviennent en mode goal volant auprès des différentes équipes de manière transversale. Donc, j'évolue dans cette équipe et puis après, je suis amené finalement à travailler avec tout le monde en fait. Ouais, donc au final, c'est au sens interactionnel du terme, ça touche à ce que tu aimes. J'ai pas de limite, donc tu peux discuter avec tout le monde et même j'ai gardé contact avec mes anciens collègues où par exemple on va se contacter quand on a de l'intelligence artificielle qui arrive. Tout à fait. On fait des tests ensemble, on va se faire des soirées IA. On va essayer de se développer des solutions, dire tiens, ça peut marcher comme ça. Tiens Kevin, mais toi qui vois pas, tu peux utiliser maintenant cette solution, ça va t'aider dans ton quotidien. Et puis je vais me développer des petits outils qui vont me permettre de me changer la vie. Donc en fait, je pense que apprendre, je trouve ça hyper intéressant, de prendre du recul, parce que parfois, des fois ça m'arrive, des fois t'es en formation, tu le ressens après en plus par rapport à ton audience. Tu dis, est-ce que je l'ai bien abordé le sujet? Des gens plus, moi qui est à l'oreille, je l'entends, le ton de la voix de la personne. Ouais. Est-ce que ça l'a intéressé? Est-ce que ça l'a pas intéressé? Est-ce que je l'aurais dû l'aborder de cette manière-là? Donc c'est aussi intéressant d'en apprendre plus sur soi et de réinterroger, dire peut-être que j'aurais dû faire de cette manière-là. Ou là, j'ai pas été bon.
Il faut que je retrouve une autre manière pour réamener le sujet d'un point de vue tactique. Mais les autres nous aident beaucoup à en apprendre sur nous. Ah, clairement. Donc temps et argent, c'est pas le sujet en fait. Là, c'est moi j'ai besoin d'être passionné. C'est au contraire le sujet qui importe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'entends. Et justement, tu l'as abordé parce qu'on l'avait abordé en off avant et on n'est pas revenu dessus. Mais tu parles du sujet de l'IA aujourd'hui. Qu'est-ce que l'IA t'a permis aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire avant? Déjà, par exemple, tu vois, il y a des solutions qui sont apparues, des applications qui intègrent l'IA qu'on peut télécharger sur notre smartphone pour, par exemple, reconnaître les couleurs. Ok. Ouais. Donc pour choisir ses vêtements, par exemple, pour prendre une photo, elle va nous l'écrire de manière encore plus précise finalement qu'avant. Ouais. Et puis même, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir prendre une photo et puis il va me générer une description. Et puis je vais pouvoir ouvrir un chat pour lui poser les questions sur la description qu'il a générée. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que par exemple, dans ton exemple du Carrefour, tu pourrais très bien finalement, plutôt que de demander à quelqu'un, prendre des photos, interagir avec, et puis tu aurais les infos, non? Absolument. Ouais, c'est ça. Alors, je sais qu'ils ont commencé avec Meta à travailler sur ces sujets. La question, c'est savoir où on s'arrête. Et puis, pour ces questions de sécurité, j'aurais pas encore confiance. Ouais, je comprends. Je préfère de déclencher ma traversée avec quelqu'un. Et puis même avec ce que j'ai appris en locomotion. Dire. Mais par contre, oui, ça m'aide au quotidien. Et puis même aujourd'hui, moi en tant que développeur, l'IA aujourd'hui, ça m'aide à coder des solutions. Ouais. Donc, par exemple, quand je vous parlais de solutions aujourd'hui qui n'étaient pas accessibles avec mes outils, en fait, maintenant je contourne le problème. Je me développe mes propres solutions. L'autre jour, j'avais un logiciel qui marchait plus. J'ai fait une mise à jour. C'était pour scanner. Oh là, ça m'a saoulé. J'ai dit c'est pas possible. Je dis oh non, ça marche plus. Je dis allez, on va aller sur Claude Code. Qui est une solution. J'ai dit, développe-moi une solution avec ce scanner pour que ça marche. Allez, en 10 minutes, ça marche. Et donc, j'ai contourné mon problème. C'est vrai que c'est la capacité à pouvoir créer, comme tu le dis, qui est beaucoup plus facile. Ah ouais. Pour le coup, donc ça a ses avantages, ses inconvénients, bien évidemment, quand on crée beaucoup vite. Mais en tout cas, au moins, ça te permet d'être plus autonome lorsque tu es bloqué sur quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis, d'être toujours dans... Si t'as beaucoup d'idées, d'être beaucoup dans l'action, ça veut dire à chaque fois dire oh, vite, il faut que je crée ce projet. Alors, j'ai une idée. Et donc j'ai un fichier texte avec plein d'idées. Je dis tiens, il faut que je développe cette solution, ça va m'aider au quotidien. Maintenant, il y a les agents IA qui sont sortis, donc en plus ça me permet de gagner du temps dans ma démarche. Je dis tiens, il faut que je crée cet agent IA que je vais entraîner pour comme ça le mettre à disposition des équipes. Ouais. Non, moi je trouve ça positif. Après, il faut pas se dire que l'IA va tout faire. Et puis, c'est important, moi j'ai appris finalement à développer mes automatismes sans l'IA. Ouais. L'IA, en fait, plus globalement, le numérique, c'est des instruments. Des instruments, par exemple, le GPS qui va me permettre de me donner les informations de mon itinéraire. L'IA qui pourrait même m'optimiser oui, tout à fait. l'itinéraire. Finalement, c'est un peu comme un commandant de bord, c'est des instruments supplémentaires qui me permettent, dans mon déplacement, de faciliter mon déplacement. Mais si demain, je ne dispose pas de ces outils, je sais faire autrement, comme j'ai appris à l'époque, où j'avais pas de smartphone, j'allais au guichet de la RATP et je demandais à la personne l'information où je peux aller sur les différents sites, me créer mon propre trajet. Je pense que c'est important en tout cas de bien avoir en tête que finalement c'est comme une canne en plus que l'on a. C'est ça. L'idée c'est aussi de... Oui, c'est ça, ouais. Finalement, de garder son autonomie, même si ça nous facilite la vie, quoi. Et dépendant. Enfin, moi, chaque fois, je dis, on a beaucoup des startups qui arrivent sur le marché, qui disent, tiens, vous allez voir votre smartphone, vous allez voir, vous allez retrouver la vue, parce que vous allez pouvoir vous déplacer avec des lunettes qui vont vous décrire tout ce qui est autour, ou des cannes électroniques, etc. Et vous n'avez pas besoin d'être autonome à la base, ça va vous rendre autonome de base, en disposant de ces outils. Ouais. Mais si le téléphone n'a plus de batterie, on fait comment? On s'arrête. On fait rien, quoi. Enfin, on fait comment? Donc, l'autre jour, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'étais bien content de retrouver mes petits automatismes de base que j'avais appris. Puis, j'ai réussi à rentrer chez moi tranquillement. Je pense que c'est effectivement important d'avoir à minima les bases pour s'en sortir lorsqu'on n'est pas outillé. Et puis ensuite, aussi de profiter, on va dire, de ce que nous apportent ces outils, parce qu'on va clairement. Pas non plus cracher dessus. Je veux dire, c'est fait pour quelque chose. Exceptionnel. Donc, moi, j'adore. Voilà, je pensais que c'était important quand même qu'on aborde ce sujet parce qu'on l'avait abordé en off juste avant et c'est intéressant. Et du coup, je te vois manipuler les cartes. Effectivement, ce que je te propose, c'est même, tu vas m'en choisir 2. C'est parti. Je vais te lire les 2. Et puis, tu peux choisir la question à laquelle tu veux répondre. Hop, je te les prends. Alors, la première, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Et surtout, comment l'utiliserais-tu? Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est raconte-moi
la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah oui, il y a un truc... Ouais, parce que au-delà du numérique et de l'accessibilité, j'ai plein de passions. Ok, vas-y. J'aime le sport, donc c'est un petit rituel tous les jours. Moi, j'ai un tapis de course, donc Ouais. c'est mon petit moment. Une fois que j'ai fait ma journée de travail, de me dépenser, de me vider la tête, de courir. Et puis sinon, j'aime bien, et c'est vrai que j'essaye de faire ça. Donc répondre à la question 2, cuisiner et apprendre à faire des recettes des nouvelles recettes. Donc le jour, j'ai appris à faire de la compote. Je voulais faire de la compote. Non, mais des trucs comme ça, et faire des smoothies, des choses comme ça. Donc j'étais content d'apprendre, en fait, de m'informer. Donc je vais sur l'IA, où j'appelle des amis ou des proches, et je leur dis tiens, je veux faire ça, et ça me détend, en fait. Ça Donc tu as fait de la compote la dernière fois. C'est ouais, ça, la compote, la première fois que tu fais de la compote. Ouais, c'est ça, la compote. Des fois, c'est d'apprendre une nouvelle recette, en fait. De me dire, tiens, ce week-end, je vais essayer de me faire un petit truc. Donc, ça me permet de déconnecter, de débrancher un peu, parce que dans les idées, dans l'anticipation, de se dire, tiens, je vais faire ça. Et ça nourrit bien ce que tu me décrivais depuis le départ, qui était la curiosité. C'est vraiment quelque chose qui semble être particulièrement fort chez toi. Et puis aussi, content de soi, de faire quelque chose, tu vois, de toi-même, ouais. Ouais, de toi-même, de dire, je le fais tout seul. Non, mais mais faire tout seul, d'éplucher correctement sa pomme, sa sans poire, s'éplucher son doigt. Ouais. Absolument, tout à fait. Dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai mis le niveau d'eau suffisant. Ouais. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'on acquiert au fur et à mesure. Et on a une petite fierté personnelle. On se dit, j'ai réussi. J'ai réussi. Donc, des petites choses un peu anodins. Mais qui ont de l'importance quand même. Ouais, c'est content. Et puis, tu vas au marché. Donc, le marché, ça veut dire qu'il faut que je prenne mes automatismes pour aller dans le marché, parce qu'il y a plein de monde. Retrouver tel stand, à chaque semaine, te créer tes repères. Et du coup, c'est vrai, comment tu fais dans un marché pour retourner un stand, sachant que parfois, généralement, ils sont aux mêmes endroits, mais t'as des stands où effectivement, ils parlent. Donc, du coup, peut-être que tu je les entends, des fois, je le mets dans mais des fois, il y en a qui parlent pas. Ah non, ils parlent, moi. Ils parlent et ils crient dans le marché. Donc, c'est mes repères. Toi, ça va, alors. Toi, ils crient. C'est mes repères, et puis je me mets dans un coin et j'écoute. J'écoute. Mais du coup, cette notion de sens de la masse, quand t'as beaucoup de monde autour, c'est et puis non, là, c'est pas possible. Et puis ta canne, là, tu balayes pas, en fait. T'as ta canne en mode marcheur, quoi. Ouais, ok. Et tu ne balayes pas, donc là, tu écoutes. Et en fait, j'ai acquis un repère. En fait, je sais que dans le marché, il y a un petit stand de canettes. Ok. C'est le seul stand de canettes, parce que si tu dis stand banane, t'as plusieurs stands de bananes. Ouais, ok. Donc, parce que l'objectif, c'est de trouver l'entrée et de retrouver la même sortie. Parce qu'après, la sortie, pour après trouver le bon carrefour. On retrouve les process, Ouais, c'est important. On retrouve le process. Et donc, je me suis noué d'amitié avec la personne des canettes. Et donc, je dis, si tu vois que, alors, normalement, je ne rate pas. Mais ça peut arriver que parfois je le rate parce qu'il y a un flux de personnes. Ouais. Je dis, n'hésite pas à me rater. Il s'appelle Samy. Ouais. Et j'ai à m'arrêter. Et puis, c'est un petit automatisme, on discute. Et puis, ça me permet, moi, de dire, OK, je suis dans le cœur du marché. Et je sais que à droite, j'ai tel stand. Dans l'autre, j'ai tel stand. Au moins, tu retrouves ton chemin. Et je retrouve mon chemin. Donc, c'est des petites choses comme ça. On ne pas qu'il faut toujours anticiper. Donc, c'est des petites choses, ouais. Donc, j'étais content, là, ces temps-ci. Ouais, je suis dans la période des fruits. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces histoires, pour ta bonne humeur. Kevin, c'était très cool. Avec plaisir, vraiment. Et si des personnes, pour le coup, voudraient échanger avec toi, en savoir un peu plus, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Écoutez, sur LinkedIn. Sur LinkedIn directement. Sur LinkedIn, donc, Kevin Bustamante. Donc moi, je mettrai, quoi qu'il arrive, donc tes coordonnées dans l'article et dans l'épisode. D'ailleurs, chose qui était vachement étonnante pour moi, de t'envoyer un mail la première fois. Mais effectivement, maintenant que tu nous as décrit tous les outils qui sont à ta disposition, tout fait sens. Mais c'est vrai que ça m'avait fait bizarre au début de me dire, je vais lui écrire un mail. Voilà. Ça a été accessible. Tout est accessible, super. En tout cas, merci encore. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Salut.